Si l'on avait affirmé, dans les premières heures chaotiques de l'invasion à grande échelle de la Russie, que l'Ukraine serait encore en train de combattre plus de 4 ans plus tard, rares auraient été ceux qui l'auraient cru. Et pourtant, nous y sommes. Non seulement l'Ukraine tient toujours, mais au début du mois de mars 2026, elle se trouve, selon la plupart des indicateurs mesurables, dans une position opérationnelle plus favorable qu'en 2025. Cette évolution s'explique par plusieurs facteurs convergents, tous liés à la capacité de l'Ukraine à adapter ses méthodes de guerre, à développer des armements plus efficaces et à innover tactiquement, tandis que la Russie est restée en grande partie ancrée dans des schémas traditionnels. L'équilibre des forces s'en est trouvé progressivement inversé. Non seulement les lignes de front russes ont été entamées, mais Moscou semble désormais éprouver des difficultés croissantes à enrayer l'avancée ukrainienne. La clé de cette dynamique réside dans une stratégie ciblée, frapper l'adversaire là où l'impact est le plus décisif. À cet égard, l'analyse de Bill Browder, financier et militant anticorruption devenu l'une des voix les plus influentes sur les dimensions économiques du conflit, offre un éclairage pertinent. Son raisonnement repose sur 2 constats. D'une part, la Russie a accumulé des erreurs tactiques significatives tout au long du conflit. D'autre part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky semble avoir renoncé à attendre que les gouvernements occidentaux intensifient la pression économique sur Moscou. L'Ukraine a ainsi pris l'initiative de mener elle-même cette pression, de manière directe et ciblée. Les frappes contre les raffineries pétrolières russes et les attaques contre la « flotte fantôme » utilisées pour contourner les sanctions internationales illustrent cette stratégie. En s'attaquant aux infrastructures énergétiques et logistiques, Kiev vise le cœur financier de l'effort de guerre russe. Chaque raffinerie mise hors service, chaque navire neutralisé, représente une atteinte directe au flux de revenus qui alimente la machine militaire du Kremlin. Les données disponibles permettent de mesurer l'ampleur de cette campagne. Selon le Carnegie Endowment, l'Ukraine a réussi à neutraliser environ 38% de la capacité de raffinage pétrolier de la Russie. Toutefois, en raison de marges de production excédentaires, la perte nette des capacités d'exportation de carburant serait estimée entre 6 et 9%. Ces résultats ont été obtenus au terme d'environ 120 frappes menées au cours de l'année 2025, dont la majorité a infligé des dommages significatifs aux infrastructures énergétiques russes. Cette dynamique s'est intensifiée en 2026, avec près de 40 frappes recensées entre janvier et février, visant au moins 13 cibles stratégiques. Parmi celles-ci figure la raffinerie de Volgograd, dont environ 40% de la capacité de production a été mise hors service. À elle seule, cette installation représentait près de 5% des exportations de carburant russe avant la guerre, ce qui illustre l'impact stratégique de ces opérations. Une telle efficacité repose en grande partie sur l'élargissement considérable de la capacité de frappe ukrainienne. Au début du conflit, celle-ci dépendait fortement des limitations de portée des armements fournis par les partenaires occidentaux. Entre 2025 et 2026, un changement majeur s'est opéré, incarné notamment par l'émergence de l'entreprise privée de défense Firepoint, basée à Kiev. Fondée à la mi-2022 par un collectif d'ingénieurs, d'architectes et même de concepteurs de jeux vidéo, cette entreprise a connu une croissance rapide, passant d'ateliers improvisés à une structure employant plus de 2000 personnes, réparties sur plusieurs sites de production dissimulés autour de la capitale ukrainienne. Parmi ces innovations, le drone FP1 mérite une attention particulière. Ce drone d'attaque à sens unique, One-Way Attack, s'est imposé comme un outil central des opérations ukrainiennes. Doté d'une portée d'environ 1000 km, d'une charge militaire supérieure à 27 kg selon les configurations, et conçu pour être modulaire, facile à assembler et résistant aux contre-mesures électroniques, il aurait été responsable de plus de 60% des frappes en profondeur menées sur le territoire russe. Autrement dit, la majorité des attaques contre les dépôts de munitions, les raffineries et les centres de commandement russes ayant marqué l'actualité internationale au cours de l'année écoulée ont été réalisées grâce à cette plateforme produite localement. Le FP2 représente l'évolution logique de ce système, doté d'une charge utile plus importante mais d'une portée réduite. Il est spécifiquement conçu pour neutraliser des structures fortifiées, renforçant ainsi la capacité ukrainienne à frapper des cibles à haute valeur stratégique. Évolution des systèmes Firepoint et transformation stratégique de l'industrie militaire ukrainienne. Le rayon d'action relativement limité, environ 130 miles, près de 210 km, indique clairement que ce drone était conçu avant tout pour des missions tactiques, frapper des centres de commandement ou ralentir l'avancée des forces russes sur le territoire ukrainien. Toutefois, au début de l'année 2026, le cofondateur et ingénieur en chef de Firepoint, Dennis Schleiterman, a évoqué une modernisation majeure de la plateforme, visant à intégrer une charge militaire de 98 livres, environ 44 kg, afin d'en accroître significativement la puissance de frappe et l'efficacité opérationnelle. Au-dessus des modèles FP1 et FP2 en termes de capacité se trouve le FP5, Flamingo.
Il s'agit d'un missile de croisière développé par Firepoint, capable d'emporter une charge impressionnante de 2540 livres, plus de 1150 kg, sur une distance pouvant atteindre 1900 miles, environ 3000 km. Sa structure repose sur un fuselage en fibre de verre à transparence radar. Obtenu par enroulement filamentaire, une technologie généralement réservée aux missiles balistiques, lui conférant une signature radar réduite et améliorant sa capacité de pénétration des défenses adverses. La production de ce système a commencé à s'intensifier à partir de la mi-2025. Avec un objectif ambitieux de 210 unités mensuelles à l'automne de la même année. Plus significatif encore, le Flamingo a déjà été employé en conditions réelles. Des sources ukrainiennes ont confirmé des frappes contre le site d'essai de Kapustin Yar en janvier 2026. Dans une autre opération, ce missile a ciblé une usine de production de missiles Iskander en territoire russe. Cette réalité marque un tournant stratégique majeur. Un missile de croisière conçu et produit en Ukraine est désormais capable de frapper les infrastructures qui alimentent les frappes russes contre les villes ukrainiennes. Cependant, le sommet des ambitions technologiques de Firepoint se matérialise dans le FP9. Ce missile balistique à courte portée disposerait d'un rayon d'action d'environ 500 miles, 800 km. D'une charge militaire de 1700 livres, près de 770 kg, et d'une vitesse terminale atteignant Mach 6.5. À titre de comparaison, le missile balistique russe Iskander, responsable de destruction massive d'infrastructures ukrainiennes, atteint sa cible à une vitesse environ 3 fois inférieure. Concrètement, cela signifie que les systèmes de défense aérienne disposent d'une fenêtre d'interception extrêmement réduite face au FP9. Dans un contexte où la Russie a progressivement vu ses systèmes S-400 s'éroder au fil du conflit, un déploiement massif de ces missiles pourrait accélérer une forme de pression stratégique indirecte sur l'économie russe, via la vulnérabilité accrue de ces infrastructures. Un élément fondamental réside dans l'indépendance de ce programme d'armement vis-à-vis des contraintes de l'OTAN et des partenaires occidentaux. Par exemple, les missiles ATACMS fournis par les États-Unis sont limités à une portée d'environ 190 miles, 300 km, afin d'éviter des frappes en profondeur sur le territoire russe. En conséquence, toutes les opérations ayant atteint Moscou ou visé des infrastructures situées au cœur de la Russie reposent exclusivement sur des systèmes développés en Ukraine. Si le FP9 entrait en production à grande échelle, il pourrait potentiellement menacer des centres stratégiques majeurs tels que Moscou ou Saint-Pétersbourg, modifiant profondément l'équilibre dissuasif du conflit. Parallèlement aux avancées technologiques, l'Ukraine a entrepris une réforme structurelle majeure pour corriger les faiblesses de son système d'acquisition de drones. Le 10 mars 2026, le ministre de la Défense Mykhailo Fedorov, nommé en janvier avec pour mission d'accélérer la supériorité technologique du pays, a signé un décret réorganisant entièrement les PRACRAE accent aigu dur d'approvisionnement. L'ancien système reposait largement sur des relations informelles, des processus opaques et des pratiques exposées à des risques de corruption. En conséquence, les soldats en première ligne recevaient souvent du matériel ne répondant pas aux exigences opérationnelles, qu'ils devaient adapter eux-mêmes dans des conditions précaires. Le nouveau modèle introduit une approche radicalement différente. Fondée sur les données, les unités militaires formulent désormais leurs besoins directement. L'état-major centralise ses demandes sous forme de spécifications techniques, sans mention de marque ni de fabricant. Le choix des équipements est ensuite déterminé par 5 amas-cargues numériques, E. qui évaluent l'efficacité réelle sur le champ de bataille, Dot Chain et Brave Market, qui analysent les achats effectués de manière autonome par les unités, ainsi que Delta et Mission Control, qui fournissent des analyses de synchronisation et d'utilisation opérationnelle. Dans ce système, un équipement inefficace est automatiquement écarté faute de demande. Les décisions d'achat ne reposent plus sur des relations ou des influences, mais sur des performances mesurées. La répartition budgétaire a également été profondément modifiée. 80% des fonds sont désormais alloués exclusivement aux systèmes ayant démontré leur efficacité en conditions réelles, tandis que les 20% restants sont consacrés à l'innovation. Cette enveloppe permet de tester rapidement de nouvelles technologies en situation de combat, sans subir les lourdeurs bureaucratiques typiques des systèmes occidentaux. En pratique, cela signifie qu'un nouveau drone peut être expérimenté à grande échelle en quelques semaines seulement. Enfin, l'ampleur de la transformation industrielle ukrainienne est remarquable. Au début de l'invasion à grande échelle en février 2022, le pays ne comptait que 7 fabricants de drones. Aujourd'hui, ils sont plus de 500. Les entreprises spécialisées dans la guerre électronique sont passées de 2 à plus de 200. L'industrie privée des missiles, inexistante auparavant, regroupe désormais plus de 20 acteurs. Quant aux véhicules terrestres sans pilote, leur production est passée de 0 à plus de 100 entreprises. Une telle croissance, sans précédent au XXIe siècle, a permis à l'Ukraine de maintenir un niveau d'innovation comparable à celui de la Russie dans le domaine des drones. Sur le plan de la guerre électronique,
Des progrès significatifs ont également été réalisés pour réduire l'avantage numérique russe, notamment en matière de drones. C'est dans ce contexte d'innovation accélérée qu'émergent désormais de nouvelles solutions, parmi lesquelles les armes à énergie dirigée, notamment les systèmes laser, susceptibles de redéfinir une fois encore les équilibres du champ de bataille moderne.